La prison de Leibniz. Non, Leibniz n'a pas conçu un modèle de prison révolutionnaire. La prison de Leibniz n'est pas matérielle, elle est spirituelle. En 1714, Leibniz écrit la monadologie. La monade peut être comprise sur le modèle de l'esprit. Notre esprit se représente le monde. Il y a d'un côté l'esprit qui se représente le monde et de l'autre côté le monde représenté. Je ne connais et je ne perçois du monde que ce qui apparaît à ma conscience. Je ne peux accéder au monde autrement que par ma conscience. Soit j'ai conscience et le monde apparaît, soit je n'ai pas conscience et le monde disparaît. Cela ne signifie-t-il pas que je suis prisonnier de ma conscience? Est-il possible de sortir de ma conscience pour entrer dans le monde? Est-il possible de s'évader de la prison de la conscience pour arpenter librement le monde? Dans le paragraphe 7, Leibniz explique de façon imagée que les monades n'ont point de fenêtre. Cela signifie que notre esprit est clos sur lui-même et que rien de l'extérieur du monde ne peut entrer en lui. Notre esprit contient en lui des images du monde, mais ces images ne viennent pas d'un monde hors de la conscience, transcendant à la conscience qui en serait la cause et le modèle. La monade ou l'esprit est hermétiquement close et pourtant porteuse d'une image du monde. Au paragraphe 56, Leibniz affirme que la monade est un miroir vivant perpétuel de l'univers. Nous voyons ici se dessiner un piège imparable. Comment la monade pourrait-elle être un miroir de l'univers si elle n'a pas de fenêtre? Comment le miroir pourrait-il accueillir le reflet de l'univers s'il n'existe pas de fenêtre ouverte permettant à l'image de l'univers de pénétrer dans la monade? L'hypothèse redoutable qui se dessine est que le monde n'existe pas de façon transcendante ou extérieure, mais seulement à titre de représentation de l'esprit. Le monde pourrait n'être qu'un système d'images immanent à la conscience sans correspondre à aucune réalité transcendante ou extérieure à la conscience. Cette théorie s'exprime parfois de façon radicale en affirmant que le monde n'est qu'une illusion, voire une simulation. Certes, Leibniz affirme l'existence des âmes, mais aussi celle des corps auxquels les âmes sont jointes. Les âmes et les corps appartiennent à des ordres de réalité différents. Les corps sont matériels, les âmes sont spirituelles. Mais cette idée d'un monde qui ne serait qu'une représentation de la conscience est le vertige de la théorie leibnizienne, son risque inévitable. Et si le corps n'était qu'une représentation de l'âme? Le monde pourrait n'être qu'un vaste système de perception organisé parfaitement, n'existant que dans les esprits. Dans son essai La philosophie de Leibniz, Émile Boutroux écrit ceci. Quelle idée doit-on donc se faire de ces corps qui, dans la théorie de l'harmonie préétablie, nous apparaissent comme des substances parallèles aux âmes et qui, dans la théorie des substances simples, semblaient s'évanouir complètement? C'est là une question que nous rencontrons de bonne heure dans les œuvres de Leibniz et qui l'a beaucoup préoccupé. Leibniz est pris de vertige et, comme sur le bord d'une falaise, risque à tout moment de tomber dans une prison dont il ne saurait plus s'échapper. Si le monde n'est qu'une illusion de la conscience, comment repenser notre rapport au réel et pouvons-nous nous évader de la prison de Leibniz ? La monadologie fut écrite en 1714 pour le prince Eugène de Savoie. Le comte de Bonneval écrit ceci à Leibniz. « Il garde votre ouvrage comme les prêtres de Naples gardent le sang de Saint-Janvier. Il me le fait baiser, puis il le referme dans sa cassette. » Quelle vérité suprême contient ce manuscrit? La monadologie désigne l'étude des monades. La monade vient de monas, qui en grec signifie unité. Ce qui va définir la monade, c'est la simplicité au sens où on décompose un composé en ses éléments simples. Une comparaison peut s'établir avec d'autres éléments simples, les atomes. Atome signifie ce que l'on ne peut casser. Comment penser le rapport entre l'atome et la monade? Dans les 3 premiers paragraphes, il semble que la monade soit une sorte d'atome. 1. La monade dont nous parlerons ici n'est autre chose qu'une substance simple qui entre dans les composés, simples, c'est-à-dire sans partie. Nous pourrions presque remplacer le mot monade par celui d'atome. La monade est une substance, c'est-à-dire une chose abstraction faite de ses propriétés ou de ses accidents. Elle est simple, c'est-à-dire qu'elle entre dans des composés sans être elle-même composée. Elle n'a pas de partie mais appartient à des composés qui par définition ont des parties. Que des monades existent est démontré au paragraphe 2. Et il faut qu'il y ait des substances simples puisqu'il y a des composés, car le composé n'est autre chose qu'un amas ou agrégatum des simples.
Encore une fois, on pourrait croire pouvoir remplacer le mot monade par le mot atome. Comme il y a des choses composées, il existe nécessairement des choses qui les composent. La définition du composé le confirme. Le composé est une chose complexe avec des parties dans laquelle entrent des choses simples sans parties. Le troisième paragraphe achève d'entretenir la confusion entre la monade et l'atome. 3. Or, là où il n'y a point de partie, il n'y a ni étendue, ni figure, ni divisibilité possible, et ces monades sont les véritables atomes de la nature et en un mot les éléments des choses. Leibniz lui-même compare les monades aux atomes en les présentant comme véritables. Il se réfère doublement aux philosophies matérialistes antiques. D'un côté, les atomistes comme Démocrite affirment que la matière est composée de parties indécomposables. De l'autre, des philosophes comme Aristote considèrent que la matière n'est pas composée d'atomes mais d'éléments, c'est-à-dire de la terre, l'élément solide, l'eau, l'élément liquide, l'air, l'élément gazeux, et le feu, la chaleur ou la force. Monade, atome, élément. En quel sens ces trois termes peuvent-ils s'unir dans une communauté de sens ? Jusqu'au paragraphe 14, la monade peut se comprendre, à tort, en un sens matériel. La monade ne peut se décomposer puisque c'est elle qui compose les autres et non autre chose qui la compose. Paragraphe 4. Elle ne peut naître par composition puisqu'elle est simple et non composée. Paragraphe 5. Elle ne saurait naître que par création ou périr par annihilation. Paragraphe 6. Elle ne saurait être changée de l'extérieur par autre chose, pas même par une autre monade. Paragraphe 7. Du paragraphe 8 au paragraphe 13, un virage s'amorce, nous orientant vers la véritable signification de la monade. Leibniz indique que les monades ont un principe interne de changement, quelque chose qui en elles font qu'elles changent, et un détail de ce qui change, quelque chose qui change en elles. En gros, dans la monade, il faut du changeant et du changé. 13. Ce détail doit envelopper une multitude dans l'unité ou dans le simple. Pour Leibniz, la monade doit être à la fois simple et multiple parce qu'il faut de la multiplicité dans sa simplicité. Comment comprendre cela ? N'est-ce pas contradictoire de dire que la monade est une substance simple et en même temps multiple ? Le paragraphe 14 lève la confusion et distingue l'atome traditionnel et la monade de Leibniz. 14. L'état passager qui enveloppe et représente une multitude dans l'unité ou dans la substance simple n'est autre chose que ce qu'on appelle la perception. En ce point, il est évident que la monade n'a plus rien à voir avec l'atome matériel. Dire de l'atome qu'il a des perceptions est absurde. La monade sera donc conçue non pas sur le modèle de l'atome, mais sur celui de l'âme. Notre esprit a en lui une diversité de perceptions et reste pour autant un. Je suis le même si je regarde des choses différentes. 16. Nous expérimentons nous-mêmes une multitude dans la substance simple lorsque nous trouvons que la moindre pensée enveloppe une variété dans l'objet. Ma perception change, mais moi, je ne change pas pour autant. Mais nous avons vu que la monade ne pouvait être modifiée de l'extérieur. Les monades, dit Leibniz, n'ont point de fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. Nous voyons ici naître le problème de la prison de Leibniz. Cette monade sans fenêtre, si elle est une âme close sur elle-même qui ne saurait avoir de relation avec le monde, le champ des choses externes, ce que nous nommons la réalité. La monade ou l'âme qui perçoit est close sur elle-même et hermétiquement close. Elle n'a point de fenêtre, donc rien ne saurait y entrer. Leibniz semble dire que mon âme a des perceptions internes, mais qui ne sont causées par aucun objet externe. Mon esprit peut avoir des perceptions très riches en lui, mais aussi riches qu'elles puissent être, elles ne viennent pas d'un monde au dehors de moi. Cette interprétation est une possibilité ouverte à cet endroit du texte. Cette interprétation se renforce au paragraphe 15 qui décrit la seconde qualité de la monade, le principe de ce qui change, où le changeant se nomme l'appétition. 15. L'action du principe interne qui fait le changement ou le passage d'une perception à une autre peut être appelée appétition. Le terme d'appétit, qui désigne dans le langage commun le désir de manger, désigne étymologiquement tout désir en général, qu'il soit conscient ou inconscient, au sens d'une force qui est en nous sans que nous en ayons conscience. L'appétition est le moteur de la monade et sa nature est d'affiner les perceptions. L'appétition tend à rendre les perceptions plus claires et plus distinctes. Toutes les monades tendent vers la vérité ou la perception la meilleure. Le problème se renforce ici. La monade a des perceptions intimes dont le monde n'est pas la cause, mais elle tend à avoir du monde la perception la plus vraie possible.
Leibniz ne tombe-t-il pas sous le coup du principe de non-contradiction? Ne se contredit-il pas lui-même avec sa théorie de la monade fermée sur elle-même et qui tend à s'ouvrir sur le monde? La nature purement spirituelle de la monade se prolonge dans un exemple célèbre. Pour Leibniz, rien ne saurait entrer dans la monade ou l'âme, et rien de matériel ne saurait produire les idées. 17. La perception et ce qui en dépend est inexplicable par des raisons mécaniques, c'est-à-dire par les figures et par les mouvements. Et feignant qu'il y ait une machine dont la structure fasse penser, sentir, avoir perception, on pourra la concevoir agrandie en sorte qu'on y puisse entrer comme dans un moulin. On ne trouvera en la visitant au-dedans que des pièces qui poussent les unes les autres et jamais de quoi expliquer une perception. Il est tentant de voir dans l'image de ce moulin corporel le cerveau dont on peut dire qu'il est responsable des idées ou des perceptions. Si la matière n'est régie que par des mouvements extérieurs, si elle s'explique, comme le pensait Descartes, par des figures et des mouvements, alors elle ne saurait rendre raison de l'âme qui pense. En ce point, Leibniz semble rejoindre Descartes et son principe de l'incommensurabilité des substances. Et mensurable ce qui est mesurable, et commensurable ce qui peut se mesurer avec quelque chose d'autre. Or, l'âme ne peut se mesurer avec le corps, ni le corps avec l'âme, car l'âme est une substance spirituelle et le corps une substance matérielle. Leur relation réelle est impossible. Leibniz achève la description de la monade en la définissant comme un automate incorporel en tant qu'elle est autarcique. 18. Il y a une suffisance, autarkeia, qui les rend source de leurs actions internes et pour ainsi dire des automates incorporels. Un pays autarcique est un pays qui est capable de satisfaire tous les besoins de sa population sans recourir aux autres. L'hypothèse de la prison de Leibniz se renforce. Si la monade est autosuffisante, alors elle semble pouvoir se passer du monde. Le terme d'automate incorporel ne doit pas faire l'objet d'un contresens. Leibniz prend le mot d'automate au sens étymologique. L'automate, c'est ce qui agit tout seul. La monade ou l'âme est donc immatérielle, automatique et autarcique. En un mot, c'est une âme coupée du monde, même si elle a en elle une image du monde. En ce point, le monde est donc potentiellement une illusion cohérente sans objet. La monade n'a pas de fenêtre par où les informations du monde extérieur pourraient entrer en elle. Pire encore, elle n'a pas de porte par où elle pourrait passer pour sortir de soi et aller arpenter le monde qu'elle tend pourtant à connaître. La prison de Leibniz est certes la plus vaste possible, elle a la dimension d'un monde, mais cela reste une prison et la réalité de ce monde est problématique. Comment comprendre davantage le monde des monades de Leibniz? Si la monade est solitaire, car autarcique, elle n'est pas seule. Il existe une infinité de monades. Le modèle permettant de penser la monade est notre esprit, mais Leibniz considère que les animaux ont aussi leurs monades et même les plantes. Il y a une hiérarchie et des degrés entre les monades. La monade toute nue correspond aux plantes. Elles n'ont que des perceptions et l'appétition. L'âme correspond à la monade des animaux qui ont de la mémoire laquelle imite la raison. L'esprit correspond à la monade humaine en tant qu'elle est capable de comprendre les principes qui régissent le monde tel qu'il apparaît à la monade. Cette idée que les animaux et les plantes ont une âme demande de s'opposer frontalement à Descartes. Pour Descartes, seul l'homme a une âme. Les vivants animaux en tête ne sont à proprement parler que des machines. Certes des machines admirables, fort complexes car créées par un dieu, mais des machines tout de même. L'homme est seul à avoir une âme car il est capable de penser et de savoir qu'il pense. Descartes ne conçoit pas une pensée sans conscience. Sa formule la plus célèbre, « je pense donc je suis », montre bien le lien entre la conscience et la pensée. Ce n'est pas parce que je pense qu'on pourrait en déduire par une démonstration que je suis. C'est parce qu'en pensant j'ai conscience de penser que mon être est indubitable. Pour accorder une âme aux animaux et aux plantes, Leibniz doit montrer que les perceptions sont possibles sans conscience. Il y aura des monades selon lui à tous les niveaux, de la monade qui a les perceptions les moins conscientes à celle qui a les perceptions les plus pleinement conscientes, la monade humaine. 20. Car nous expérimentons en nous-mêmes un état où nous n'avons aucune perception distinguée, comme lorsque nous tombons en défaillance. Dans cet état, l'âme ne diffère point sensiblement d'une simple monade, mais comme cet état n'est point durable et qu'elle s'en tire, elle est quelque chose de plus. En ce point, Leibniz a recours à la théorie des petites perceptions. La grande perception est la perception consciente, la petite perception est la perception dont nous n'avons pas conscience.
Comment savons-nous alors qu'elle existe? Pour Leibniz, la grande perception est composée de petites perceptions. Nous percevons le bruit de la vague et nous ne percevons pas les bruits des gouttes qui se percutent entre elles. Et pourtant, il faut bien que nous les percevions, puisque le bruit composite de la vague est la somme de ces entrechoquements entre les gouttes. Leibniz développe l'exemple de l'étourdissement. Quand il y a une grande multitude de petites perceptions, où il n'y a rien de distingué, on est étourdi. Comme quand on tourne continuellement d'un même sens plusieurs fois de suite, où il vient un vertige qui peut nous faire évanouir et qui ne nous laisse rien distinguer. Ainsi notre esprit peut tomber dans les petites perceptions et perdre sa conscience dans le sommeil, dans le vertige, dans l'évanouissement. Mais même dans ce cas, il passe de la grande perception rassemblée à une multitude de petites dispersées. Et il peut revenir en sens inverse des petites perceptions éparpillées au rassemblement des perceptions pour la conscience. 23. Donc, puisque réveillé de l'étourdissement on s'aperçoit de ces perceptions, il faut bien qu'on en ait eu immédiatement auparavant, quoiqu'on ne s'en soit point aperçu. Leibniz ajoute une explication qui peut étonner. 25. La nature a donné des perceptions relevées aux animaux par les soins qu'elle a pris de leur fournir des organes qui ramassent plusieurs rayons de lumière ou plusieurs ondulations de l'air pour les faire avoir plus d'efficace dans leur union. Il y a quelque chose d'approchant dans l'odeur, dans le goût et dans l'attouchement, et peut-être dans quantité d'autres sens qui nous sont inconnus. La prison de Leibniz semble s'ouvrir tout à coup sur le monde biologique, le monde qui rend possible la perception. Les monades font face au corps qui leur est lié. Les animaux, contrairement aux plantes, ont des perceptions relevées car ils ont un corps plus complexe. Les organes de la vue ramassent plusieurs rayons de lumière. Cela veut dire que le taux de concentration des perceptions est beaucoup plus élevé chez les animaux que chez les plantes car leur corps est organisé pour permettre cela. La prison de la monade nous enfermait dans l'âme et le monde risquait de n'être plus qu'un système de perception sans référence transcendante, sans système de choses extérieures. Dans ce passage, il y a d'un côté un système immanent de perception, la monade, et un système transcendant de choses, les corps, en particulier les organismes. Nous sommes-nous évadés de la prison de Leibniz? La monade s'est-elle ouverte sur le monde? Il le semble de prime abord, mais un problème demeure. La monade, nous a dit Leibniz, n'a point de fenêtre. Et au paragraphe 23, une perception ne saurait venir naturellement que d'une autre perception, comme un mouvement ne peut venir naturellement que d'un mouvement. Dans la monade, les perceptions se modifient les unes les autres, et dans le monde matériel, les corps se changent les uns les autres. Comment les mouvements corporels comme le rassemblement, des rayons de lumière, par l'organe de l'œil peuvent-ils produire une perception dans une monade hermétiquement fermée? De plus, ce passage entre en contradiction avec l'exemple du moulin du paragraphe 17. Le cerveau est comme une machine corporelle qui est traversée par des mouvements qui produisent des mouvements, mais en aucun cas des pensées. L'animal aurait-il un privilège sur l'homme? Si le corps de l'animal explique ses perceptions dans la monade, pourquoi le corps de l'homme n'expliquerait-il pas les pensées dans son esprit? Le paragraphe 23 ouvre certes sur le monde, mais seul l'animal semble pouvoir y accéder. Est-ce à dire que seul l'animal peut s'évader de la prison de Leibniz, l'homme y étant condamné à perpétuité? La difficulté est réelle et c'est pourquoi Leibniz promet à la fin du paragraphe 25 « Et j'expliquerai tantôt comment ce qui se passe dans l'âme représente ce qui se fait dans les organes. » La monade toute nue correspond aux plantes, l'âme aux animaux et l'esprit à l'homme. Reste une dernière monade dont vont dépendre toutes les autres, la monade suprême, Dieu. Pour Leibniz, Dieu doit exister selon le principe de raison suffisante. Ce principe se comprend comme suit. Aucun fait ne saurait se trouver vrai ou existant, aucune énonciation véritable, sans qu'il y ait une raison suffisante pour quoi il en soit ainsi et non pas autrement. Comme tout ce qui existe est lié selon une relation qui établit des séries infinies, il faut qu'existe hors de la série une cause capable de faire exister cette série. La cause de la série des faits ne saurait se trouver dans la série, car elle est infinie et ne saurait jamais mener à une cause dernière ou à un premier moteur. Il faut donc, hors de la série, une cause de son existence. 38. Et c'est ainsi que la dernière raison des choses doit être dans une substance nécessaire, et c'est ce que nous appelons Dieu. Leibniz prend l'exemple de sa propre écriture de la monadologie.
Si nous devions expliquer comment Leibniz a écrit ce texte, nous ne finirions jamais de parcourir la série des causes. 36. La résolution en raison particulière pourrait aller à un détail sans borne à cause de la variété immense des choses de la nature et de la division des corps à l'infini. Nous pourrions explorer deux types de causes de son écriture, toutes deux infinies. La première, c'est l'explication par les mouvements physiologiques, la façon de bouger les doigts, les vibrations des muscles et des tendons, etc. La seconde, c'est l'explication par les volontés. Il a voulu exprimer la nature du monde, de la réalité, s'adresser au prince, etc. Dans les deux cas, les séries sont infinies. Il y a une infinité de figures et de mouvements présents et passés qui entrent dans la cause efficiente de mon écriture présente, et il y a une infinité de petites inclinations et dispositions de mon âme, présentes et passées, qui entrent dans la cause finale. Pour véritablement expliquer l'écriture du texte et de la monadologie, il faut nécessairement remonter à une cause ultime située hors des deux séries causales et finales. En somme, Leibniz a écrit la monadologie car Dieu a créé la monade leibnizienne, l'esprit de Leibniz qui devait se réaliser en produisant ce texte. La nature de la monade divine est en revanche très différente de celle des monades créées. 42. Il s'ensuit aussi que les créatures ont leur perfection de l'influence de Dieu, mais qu'elles ont leurs imperfections de leur nature propre, incapables d'être sans borne, car c'est en cela qu'elles sont distinguées de Dieu. La monade divine est parfaite et la seule capable d'avoir une véritable omniscience, c'est-à-dire une perception parfaite du monde et de tout le détail du monde, des séries causales comme des séries finales. Dieu est tout-puissant et tout-savant. Il crée les êtres et les essences des êtres. Dieu se trouve à l'ultime degré de la connaissance et de la puissance. Il en est ainsi car il est une monade infinie, sans limite ou borne, tandis que toutes les autres monades sont limitées ou bornées. En conclusion, Dieu est le fondement et l'origine ultime de tout ce qui est. 47. Ainsi, Dieu seul est l'unité primitive ou la substance simple originaire dont toutes les monades créées ou dérivatives sont des productions. La nature de la monade divine est de posséder de façon parfaite ce que les autres monades n'ont que de façon imparfaite. 48. Il y a en Dieu la puissance qui est la source de tout, puis la connaissance qui contient le détail des idées, et enfin la volonté qui fait les changements ou productions selon le principe du meilleur. La monade est une substance, cela correspond à la puissance infinie chez Dieu qui en constitue la base. Viennent ensuite la connaissance divine qui correspond aux perceptions et la volonté qui correspond à l'appétition. Ce qui nous amène à nous interroger ici, c'est la question du raisonnement divin à l'origine du monde. Pourquoi, si le monde peut s'expliquer par les seules monades et leurs perceptions, Dieu créerait-il un deuxième monde qui en serait l'image, un monde matériel face au monde spirituel? Pourquoi Dieu créerait-il deux mondes au lieu d'un? Quelle raison peut-il y avoir de créer un second monde puisque le premier est suffisant? Si chaque monade est autarcique, le monde monadique est autosuffisant. Le risque de la théorie leibnizienne est de conduire à une vision du monde qui n'est que le produit d'un système de perception. En somme, notre monde peut parfaitement n'être qu'une vaste simulation produite par un dieu. Comment Leibniz répond-il à cette crainte de voir la monade devenir une prison pour elle-même ?